Alors, il est midi. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue. Bienvenue au webinaire à l'aube d'une nouvelle définition de la propreté. Merci de vous joindre à nous et merci à TIPS, notre hôte, qui nous donne l'opportunité de présenter la toute première classe de maître en français. Alors, tout le monde en convient, la pandémie de la COVID-19 a des effets sans précédent. C'est une crise sanitaire majeure qui force à la réflexion et qui redéfinit notre perception de la propreté et surtout des risques de contamination. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette redéfinition, à commencer par l'industrie de l'hygiène et de la salubrité. Il est bien évident que le monde de l'entretien sanitaire ne sera plus jamais le même après la pandémie de la COVID-19. La propreté et la désinfection des lieux fera de plus en plus partie des exigences et surtout des préoccupations du grand public. Alors, le besoin d'améliorer, de standardiser et de choisir avec soin les produits de désinfection, les méthodes de travail et aussi les approches sont au cœur des priorités actuelles. Alors, je me présente. Mon nom est Mélanie. Je suis conseillère et auditrice chez Gestion Hygiène du bâtiment. Je serai brève, j'ai quelques informations à vous remettre avant de débuter la présentation. Alors, tout d'abord, pour vous rappeler que les déclarations et les informations fournies dans ce webinaire ne sont qu'à titre indicatif. La situation du coronavirus étant évolutive et dynamique, ce webinaire ne remplace pas les conseils et les directives du gouvernement. Nous vous suggérons de contacter votre gouvernement local et les autorités sanitaires régionales pour obtenir des instructions spécifiques sur tous les sujets mentionnés dans ce webinaire. Alors, tel que mentionné, ce webinaire nous est offert par TIPS, TIPS pour The Infection Prevention Strategy, qui est un organisme à but non lucratif qui a comme mission de faire avancer les innovations, les idées et les processus qui font une différence sur l'état mondial de la santé. TIPS s'étend à plus de 30 pays et est le partenaire stratégique clé de nombreuses organisations, initiatives et événements importants. Vous pouvez prendre connaissance de leur réalisation et vous pouvez bénéficier gratuitement de leur expertise en consultant leur site, que ce soit pour la lecture d'articles scientifiques, pour visionner des entrevues ou pour prendre connaissance des prochains webinaires de la série de la classe des maîtres. C'est aussi sur ce site que la version audio du webinaire d'aujourd'hui sera mise en ligne là, éventuellement. Alors, le www.ic.tips. Bien sûr, nous devons remercier les commanditaires pour cet événement, donc ISSA Canada, Gestion Hygiène du bâtiment et Service d'entretien BeClean. Nous misons aujourd'hui sur 3 objectifs, donc les défis face à la pandémie, ensuite les meilleures pratiques connues en matière d'entretien sanitaire et aussi bien comprendre ce qui affecte la qualité de la désinfection. La présentation devrait durer à peu près 50 minutes. Si vous voulez poser des questions, vous cliquez sur l'icône au bas de l'écran et puis vous tapez votre question. On va réserver une période de questions-réponses à la fin de la présentation. Évidemment, nous pourrons, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, nous allons pouvoir faire un suivi auprès de tout le monde. Alors, sans plus tarder, je présente les conférencières. Tout d'abord, Nathalie Thibault, directrice de formation chez Gestion Hygiène du bâtiment, microbiologiste agréée et détentrice d'une maîtrise en immunologie, spécialiste en prévention des infections et en gestion de l'hygiène et de la salubrité. Elle est aussi formatrice agréée depuis 14 ans. Au cours de sa carrière, elle a élaboré plusieurs formations, des programmes de perfectionnement en continu et des protocoles de désinfection pour une clientèle variée. C'est une excellente vulgarisatrice et son objectif professionnel est de rendre visible l'invisible. Nous avons aussi une deuxième conférencière, Mme Dominique Tremblay. Biologiste et microbiologiste agréée, Dominique donne des formations qui visent la mise à niveau des techniques d'entretien sanitaire et des connaissances du personnel en entretien ménager. Elle développe et donne des ateliers de formation sur mesure depuis plus de 10 ans. Elle peut faire des diagnostics, de la validation de protocoles, du coaching, du mentorat, toujours en offrant un accompagnement personnalisé qui répond aux besoins de formation spécifique de chacun de ses clients. Plusieurs années dans le secteur de la conformité et du contrôle de la qualité lui ont permis de développer de très bonnes aptitudes analytiques et un sens de l'organisation à toute épreuve.
Avant de débuter la présentation, j'ai une petite question. J'aimerais procéder rapidement à un sondage là, pour fin statistique. Alors, évidemment, les questions sont anonymes. Simplement répondre en cliquant sur les choix de réponse. La question, j'aimerais savoir quel est votre secteur d'activité? Alors, la question devrait apparaître et puis nous aurons les réponses assez rapidement. Okay. Monsieur Dan, est-ce qu'on voit là les questions? Donc, le secteur d'activité, soit responsable d'entretien ménager, soit gestionnaire propriétaire immobilier, du gouvernement ou en vente et marketing. Je vous remercie. Voilà, c'est excellent. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à ma collègue Dominique, qui sera ensuite suivie par Nathalie. Alors, je vous souhaite un excellent webinaire à tous. C'est à toi, Dominique. Oui, alors bonjour tout le monde et bienvenue à ce beau webinaire Reconnaître les défis donc face à une pandémie et l'utilité du travail en entretien sanitaire. Alors oui, des défis, on en a plusieurs. Il faudra justement orchestrer plusieurs choses pour y arriver, donc pour combattre cette pandémie-là. Et naturellement, l'entretien sanitaire, nous avons besoin de la collaboration de tous pour y arriver. Alors, je vous introduis tout de suite avec cette nouvelle photo, c'est-à-dire qu'il a été pris il y a environ 102 ans exactement. Donc, cette photo qui montre justement l'état des souches qui étaient particulièrement virulentes et qui, selon les dernières statistiques, auraient fait 100 millions de morts. Alors, donc, voyez-vous que naturellement, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des pandémies, nous en vivons une et il y en aura certainement d'autres. Alors, mettons les pendules à l'heure et rappelons-nous qu'un germe, c'est un germe et qu'il y a des moyens de le combattre. Pour ceux et celles qui sont un petit peu moins familières avec le germe, simplement pour vous rappeler que c'est un terme général. Quand on parle d'un germe, on veut désigner, par exemple, une bactérie, un champignon, un virus et un parasite. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, votre responsabilité de nettoyer, de désinfecter est d'autant plus renforcée avec la COVID-18, puisque naturellement, la désinfection est tout à fait une arme importante, donc, dans ce processus de combattre cette pandémie. Simplement aussi pour vous rappeler, juste avant de passer au stade, que les gestes barrières qu'on va voir un petit peu plus loin sont tout à fait importants. Donc, naturellement, laver les mains, on va voir également la distanciation physique, le port des équipements de protection individuelle et naturellement la désinfection. Alors, quand on parle de la COVID, on parle des 4 stades. Ce qui est très important de comprendre dans ce graphique-là, vous avez à gauche le nombre de malades versus à droite, donc comment la pandémie va s'étaler dans le temps. On a finalement quatre stades et au centre du graphique, vous allez voir la capacité du système de santé. En fait, ce qui est important à comprendre, c'est que la chose finalement la plus importante, c'est d'aplatir la courbe de l'épidémie dans le temps. Pourquoi on veut faire ça? C'est parce qu'on veut justement que notre système de santé puisse faire face donc à la pandémie et que les chercheurs, vous le savez, au niveau mondial, les chercheurs travaillent très, très fort en ce moment pour trouver un vaccin et les traitements qui vont être tout à fait appropriés. Donc, il faut toujours penser à la capacité du réseau de la santé d'absorber justement une nouvelle augmentation de cas. Et naturellement, dans le stade 1, nous avons vu au Québec et partout à travers la planète les moyens que l'on a pris pour freiner justement l'introduction du virus dans les territoires, surtout au niveau des voyageurs. Ensuite, on est passé à un stade 2, donc nous sommes encore tous confinés. Naturellement, il y a certains secteurs qui vont réouvrir très, très bientôt. Et donc, le stade 3, vous voyez que dans le stade 3, donc, on voit vraiment, il faut atténuer justement les effets de l'épidémie sur le long terme pour que l'on puisse justement faire en sorte que la capacité de notre système de santé puisse être efficace et adéquat pour combattre ce germe-là.
Ce qui m'amène à vous parler de la transmission des germes dans l'environnement, comment ça se passe, et en même temps, juste peut-être revoir une petite généralité sur le virus. Donc, quand on parle du virus, bon, vous l'avez sûrement vu que le virus, on l'appelle le SARS-CoV-2. C'est une maladie qu'on appelle le COVID-19. CO pour corona, VI pour virus, D pour disease, qui dit maladie en anglais, et 19, l'année 2019, donc l'année de sa découverte, qui est pas si loin, qui n'est pas si loin naturellement. Alors, avec les symptômes, nous avons surtout vu au départ que cette maladie-là conférait des symptômes de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires. Le Centre pour le contrôle de la prévention des maladies, justement, a mis en lumière certains autres symptômes qui sont les frissons, les douleurs musculaires, les mal de tête, les gorges irritées, la perte du goût et de l'odorat. On a vu dernièrement que on a parlé beaucoup de ces deux symptômes-là, mais maintenant, au niveau du Centre pour le contrôle de la prévention des maladies, c'est maintenant des symptômes qui sont reconnus. Quand on parle de temps d'incubation, naturellement, on parle d'une moyenne d'environ 5 à 6 jours, mais ça peut aller naturellement jusqu'à 14 jours. Alors, voilà pour la transmission. Ce qui est important de comprendre, c'est que les virus, les bactéries, donc les germes, ils n'ont pas d'ailes, ils n'ont pas de pattes, ils sont tout petits. Donc, comment ils vont faire pour se propager d'une personne à l'autre, d'un patient à l'autre, d'un visiteur à l'autre, d'une surface à l'autre? Donc, il y a plusieurs moyens de transport et un des moyens qui vont faire en sorte que les gens vont se contaminer, c'est ce qu'on appelle le contact direct. Quand on parle d'un contact direct, c'est le contact d'une personne à une personne. Alors, je touche la personne, je donne la main, j'embrasse, je donne des bijoux. Donc, c'est nos mains infectées qui sont contaminées, c'est notre salive qui contient des virus qui vont faire en sorte que je vais passer justement cette charge virale d'une personne à l'autre. On a aussi ce qu'on appelle, juste un petit peu en bas, quand on parle de contact indirect, c'est environ 80% des germes qui sont répertoriés et contaminés de cette façon-là, c'est qu'on va avoir justement un contact souvent d'un objet avec la surface d'un environnement contaminé. Donc, je touche ma main sur une surface contaminée et si je porte ma main, par exemple, à mon visage où les 3 portes d'entrée sont les yeux, le nez, la bouche, ben je risque de me contaminer de cette façon-là. Un petit peu plus bas, on a les particules virales qui peuvent être transférées dans les airs. Dépendamment de la grosseur de la particule, on peut avoir, par exemple, soit des gouttelettes ou soit des voies aériennes. Quand on parle de voies aériennes, ici, on parle de micro-gouttelettes. Ce sont de très fines gouttelettes qui vont demeurer en suspension dans l'air sur plusieurs mètres de distance. Mais allons-y d'abord avec les gouttelettes. Quand on parle de gouttelettes, c'est, par exemple, des gouttelettes de salive qui vont être porteuses de ce virus-là en particulier. Et ces gouttelettes-là vont être projetées par millions. Donc, les virus vont se retrouver dans l'air. Et comment ils vont se transporter? C'est justement à cause que les gens, par exemple, quand on respire, qu'on tousse, qu'on éternue, sans, par exemple, utiliser les gestes barrières, sans se couvrir la bouche, bien, c'est sûr que ces gouttelettes-là vont être transportées dans l'environnement. Alors, les plus grosses gouttelettes, si vous voyez la portée face à face, donc les plus grosses gouttelettes vont être envoyées dans l'environnement dans un espace d'environ 2 mètres. Lorsqu'elles sont un peu plus petites, elles vont, par exemple, pouvoir aller dans la même salle, mais d'avoir une portée un petit peu plus grande. Et lorsqu'elles vont aller au-delà, par exemple, d'une salle, donc, comme je vous disais, c'est qu'ils vont être transportées sur plusieurs mètres de distance. Donc, elles vont être tellement petites qu'elles vont pouvoir être suspendues dans l'air et elles vont pouvoir être transportées de cette façon-là. Alors, il n'y a pas de magie dans ça, c'est vraiment des contacts qui sont directs, indirects, et c'est des projections du nez, de la gorge, lorsque la personne malade va tousser, éternuer, naturellement, sans effectuer les gestes barrières. Ce qui m'amène à vous parler de ce que nous savons et de ce que nous ne connaissons pas encore de ce virus-là. Alors, ce que nous savons, c'est que son temps de survie joue environ dans les 3 heures à 9 jours, dépendamment des surfaces. On a vu aussi, il y a une étude qui a été faite, on va le voir un petit peu plus tard, qui peut aller jusqu'à 17 jours.
On dit que c'est un virus qui est enveloppé, donc relativement facile à inactiver sur les surfaces. Il est présent naturellement dans les salives, dans les sécrétions nasales, projection du nez et de la gorge. Et naturellement aussi, on a vu qu'il était présent dans les selles pour plusieurs patients hospitalisés pour un certain temps. Alors, naturellement, on le retrouve sur le plancher des chambres des patients qui sont infectés à l'hôpital également. Ce que nous ne savons pas, alors, ce que je dois vous dire, c'est que naturellement, il y a beaucoup de zones d'ombre, c'est-à-dire que là, c'est un petit peu difficile des fois de faire la part des choses. Il y a beaucoup de publications scientifiques à travers le monde qui explosent en ce moment, mais ce qu'on ne connaît pas encore, naturellement, c'est les doses infectieuses. Combien je vais devoir être en contact avec ce virus-là? Quelle est la quantité de virus qui est nécessaire pour que moi ou une personne qui est infectée, qui est en contact avec une personne infectée, puisse développer la maladie. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Est-ce que ça prend un virus, 10 virus, 100 virus, 100 000? Donc, c'est encore les études au niveau international qui sont en train de se pencher sur ce dossier-là. S'il se transmet vraiment sur plusieurs mètres de distance, ça aussi, on a vu dernièrement des études qui ont montré que est-ce que c'est encore aérien ou non? On ne le sait pas encore, on n'est pas encore certaine de ça. Est-ce qu'il produit une immunité durable? Bon, si j'attrape le virus une fois que je développe la COVID, est-ce que je vais avoir une immunité qui va me conférer une protection lorsque la prochaine fois je vais rencontrer ce germe-là? Alors, comprenez-vous qu'il y a beaucoup de mystères autour des symptômes et on ne les connaît pas tous encore. Vivre avec le virus, quand on parle d'un vaccin, on est justement en train de regarder au niveau international, est-ce qu'on va développer un vaccin dans 10, 12 ou 18 mois? On ne le sait pas. On est en train de regarder ça. Est-ce qu'il y a des traitements qui sont spécifiques? Pas nécessairement non plus. Et naturellement, la prévention, c'est ce qui nous reste. Donc, à tous les jours, les gestes de prévention que l'on peut faire. Et justement, les gestes barrières, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, d'abord et avant tout, il faut toujours mettre en lumière d'éviter les poignées de main. Comme je vous ai expliqué au départ, hein, ça n'a pas d'aile, pas de patte. Donc, c'est vraiment des contacts directs. On évite de se donner les poignées de main. Naturellement, il faut se laver les mains de façon régulière et de faire attention à revisiter justement le lavage de main parce que on pense parfois que c'est un geste anodin, mais on doit le faire dans les règles de l'art pour ne pas justement oublier des parties sur nos mains qui pourraient contenir le virus. Augmenter la ventilation des pièces, c'est une chose importante également. Et éviter sûrement et naturellement de se toucher à nos yeux, notre nez, notre bouche, parce que ce sont les 3 portes d'entrée du corps humain. Et souvent, on ne pense pas à ces gestes-là, mais on le fait plusieurs fois dans la journée. Alors, je vous donne un petit défi aujourd'hui de regarder combien de fois vous allez mettre vos mains dans votre visage. C'est surprenant le nombre de fois qu'on va le faire. Alors, donc, faire attention à ces gestes-là et désinfecter régulièrement, naturellement, les surfaces de contact, les poignées de porte, les téléphones, les tables, les claviers, etc. On en a plusieurs. Donc, c'est des choses qu'il faut mettre en lumière à tous les jours. Naturellement, au niveau des entreprises, nous allons essayer d'étaler les heures de pause et de repas pour faciliter la distanciation physique et naturellement d'organiser les aires communs pour que justement les gens soient à peu près environ 2 mètres de distance, donc 6 pieds, et d'éliminer justement les chaises ou les emplacements qui sont trop près un de l'autre. Nettoyer, désinfecter les tables, les chaises et tout ce que les gens touchent le plus facilement possible durant la journée et de naturellement utiliser des jets de désinfectants jetables qui pourraient aussi faire l'affaire dans certains cas. Installer une barrière physique, vous avez sûrement vu ça un petit peu partout. On a mis des plexiglas et des panneaux justement pour protéger les gens, pour ne pas que ces gens-là, on retrouve certaines particules qui pourraient être transportées dans l'air. Alors voilà pour ces gestes-là. Quand on parle de la survie des germes, ce qui est important de comprendre, c'est que oui, l'entretien ménager revêt une importance particulière parce que justement,
les germes s'accumulent sur les surfaces et ils vont survivre plus ou moins longtemps. Alors, quand on parle de nettoyage, quand on parle de l'entretien, c'est important justement pour diminuer cette quantité de virus-là et les risques de contagion. Donc, on sait que le nettoyage n'élimine pas tout. C'est pour ça qu'on met aussi en lumière le fait qu'on doit justement avoir aussi la désinfection. Alors, voilà pour la survie des germes. Simplement pour vous rappeler que dans le cas du Diamond Princess, l'importance de la désinfection, oui, après 17 jours, des traces justement de ce virus-là ont été découvertes dans ce navire-là. Alors, donc, suite à ces analyses effectuées sur ce désormais célèbre bateau de croisière mis en quarantaine au Japon en février dernier. Donc, ce qui est important de se rappeler, c'est que oui, le nettoyage est important, mais la désinfection l'est tout autant. Et justement, on n'a pas fini de découvrir toutes les aliénats de ce virus-là. Là, quand on parle de désinfection, on aurait pu vous mettre des dizaines de diapos sur les éléments essentiels et le nombre de germes que l'on retrouve sur les différentes surfaces. Simplement pour vous montrer, par exemple, les principales. Si on regarde le siège de cuvette des toilettes qui ont en moyenne 3200 bactéries par pouce carré. On a aussi les fontaines, donc, qui ont une moyenne de 2700 bactéries par pouce. Donc, au fond, c'est pour vous montrer que tout ce qu'on touche dans la journée, tout ce que les gens, par exemple, utilisent, les claviers d'ordinateur. Donc, on a des statistiques et des moyennes de bactéries. C'est pas des objets naturellement qui sont stériles, sont touchés par beaucoup de gens. La part des cabarets, de cafétérias aussi, qui ont une moyenne de plusieurs milliers de bactéries par pouce carré. Et tout ça fait en sorte que lorsque, justement, on travaille dans ces éléments-là, bien, on a des journées de travail annuelles par employé qui donnent franchement des coûts très impressionnants pour les entreprises. Et cette absence, justement, d'employés-là malades au travail, hein, on en a vu plusieurs au niveau hospitalier, même au niveau de la prévention d'infections qui se sont faits dans des endroits particulièrement touchés. Alors, on a vu que, justement, il y a beaucoup de journées de travail qui se perdent pour les employés qui sont directement impliqués. Alors, en terminant, bien, le geste, donc, quand on porte une attention particulière à la salubrité, aux endroits justement névralgiques, bien, on sait qu'avec ces gestes-là qui sont faits, bien, on va réduire quand même, il y a des statistiques qui disent que de 46 le taux d'absentéisme et de 62 le risque de contamination virale. Alors, donc, ce qui nous montre que effectivement, c'est très important. La survie des germes en dehors du corps humain varie. Donc, ça varie en fonction des conditions de l'environnement et c'est pour ça qu'on met en lumière et en avance le nettoyage, la désinfection qui sont mis en lumière justement par toutes ces équipes de désinfection-là, combinées aux gestes pour éviter le virus. Alors, voilà pour moi pour la première partie. Merci beaucoup pour votre attention. Et Nathalie va poursuivre avec la seconde partie. Bonjour tout le monde. Je veux juste être certain que tout le monde m'entend bien et que vous voyez bien la diapo devant vous. Alors, on va mettre en avant-plan les meilleures pratiques connues. Là, c'est le temps, en fait, de faire un bilan, un examen de tout ce que vous faites en entretien sanitaire. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de liquide miracle, il n'y a que des pratiques de base que l'on doit faire avec une meilleure qualité. Donc, on va faire le tour ensemble. J'aime beaucoup présenter le schéma de la propreté parce que c'est un processus. Au départ, on a une saleté qui est sur les surfaces. Il y a un préposé à l'entretien sanitaire qui va aller enlever ces saletés-là. Donc, ce préposé a une route de travail. Il prend ou elle prend un outil et prend un produit aussi qui est plus ou moins adapté à la situation. Ensuite, qui applique une technique, ce qui nous donne un résultat. Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est sale? Et on peut contrôler aussi la qualité du résultat. Donc, on va voir, il peut y avoir des échecs à chacune des étapes du processus. Il peut y avoir des problèmes à chacune des étapes du processus. Donc, je vous invite à faire un examen de conscience, un examen de votre qualité de processus de l'entretien ménager parce que, comme on l'a dit au départ et Dominique l'a si bien dit,
un germe, c'est un germe et il n'y a pas de façon magique de s'en débarrasser. C'est vraiment l'entretien sanitaire mixé avec de la désinfection efficace qui va venir à bout de la COVID-19. Donc, on va vraiment partir morceau par morceau et vous allez pouvoir évaluer si votre entretien sanitaire est au point. Donc, on va regarder un peu la saleté. Donc, de quoi est composée la poussière? C'est des fines particules de fibres de tissu, des particules de peau, des cheveux, des poils, etc. Donc, la poussière n'est pas adhérente aux surfaces, mais la poussière peut transporter des germes. Donc, c'est important de rester conscient de ça lorsqu'on dépoussière, quand on enlève la poussière avec nos techniques. Donc, la poussière contient 9000 espèces différentes de microbes dans les maisons américaines. C'est une étude dans les maisons américaines. 7000 types de bactéries et 2000 types de champignons, ce qui est quand même très important. Alors, quand on dépoussière, on ne veut pas remettre ça en suspension. Quand on travaille, on ne doit pas remettre la poussière en suspension. Donc, tout ce qui est technique va être très important à ce moment-là pour éviter la resuspension de ces poussières-là dans l'environnement. Pour l'instant, on n'a pas d'études à ce que je connais, moi, comme de quoi la poussière contiendrait du coronavirus, mais on peut d'ores et déjà améliorer nos techniques de dépoussiérage. Pour ce qui est de la saleté, c'est tout ce qui est, c'est varié la saleté, ça colle à la surface, de la rouille, des cernes de savon, des saletés de matière organique, que ce soit aussi de la nourriture ou tout ce qui est sécrétion corporelle. Une saleté est adhérente à la surface normalement et les saletés permettent aux bactéries de se multiplier. Donc, c'est de la nourriture à bactéries, la saleté. C'est pour ça aussi qu'on nettoie notre environnement, pour éviter que les bactéries se multiplient sur les surfaces. Ce qui est heureux pour nous actuellement avec la COVID-19, c'est que c'est un virus et les virus sont des parasites obligatoires de cellules et les virus survivent dans la saleté, si on peut s'exprimer comme ça, mais ils ne se multiplient pas. Donc, c'est le soir, quand on quitte nos immeubles, les virus ne se multiplient pas durant la nuit. Les bactéries peuvent le faire, mais pas les virus. Donc, au moins, on a ça de notre côté. Ce qui est intéressant, et je le répète encore, les virus ne se multiplient pas sur les surfaces. Et il y a différents types de virus qui existent, des virus enveloppés et non enveloppés. Les virus qui n'ont pas d'enveloppe sont très difficiles à inactiver, mais pour le virus de la COVID-19, c'est un virus enveloppé, donc il est beaucoup plus facile à inactiver que si on avait eu un virus non enveloppé. Je vous disais que les virus sont des parasites qui survivent dans l'environnement, mais pour se multiplier, ont absolument besoin d'une cellule de votre corps, que ce soit une cellule de votre nez, de votre gorge ou de vos poumons. Donc, le virus doit entrer dans votre corps, entrer dans vos cellules, prendre la machinerie cellulaire d'assaut et faire des milliers, des millions de copies de lui-même et sortir de la cellule pour pouvoir infecter une autre personne. Donc, c'est certain que les gens se transmettent le virus d'une personne à l'autre. Le virus n'a pas d'aile, n'a pas de pattes, n'a pas de cerveau, comme Dominique a dit. Donc, c'est vraiment nous qui les aidons à se transporter d'une place à l'autre. Et la désinfection des surfaces et le nettoyage des surfaces va prendre une très grande importance à ce moment-là. Donc, je veux mettre un mot sur le rôle du préposé à l'entretien sanitaire, qui est un rôle de plus en plus double. Au départ, il y a plusieurs années, on voulait seulement un environnement visuellement propre. Et dans plusieurs entreprises, dans plusieurs immeubles, on recherche uniquement la propreté visuelle. Mais de plus en plus, on va vouloir limiter les risques de transmission des germes par les surfaces de l'environnement. Donc, on va vouloir que dans l'invisible, ce soit également propre. Et c'est ça la nouvelle définition de la propreté. C'est que pas juste visuellement propre qu'on va rechercher, on va rechercher aussi une certaine désinfection. Au Canada, on a plus de 22 000 compagnies d'entretien sanitaire et la plupart sont rentables. Donc, on est capable d'évoluer, d'aller vers le plus spécialisé de plus en plus pour quitter cette vieille définition de la propreté qui était seulement la propreté visuelle pour aller vers la limitation des risques de transmission des germes
par les surfaces. Donc, on a besoin que nos entreprises, peu importe le pays, s'améliorent beaucoup au niveau de l'entretien sanitaire pour passer d'une à l'autre. Bien sûr, la propreté visuelle est toujours importante et c'est la base pour aller après désinfecter, mais il faut faire la transition vers l'amélioration de nos techniques. Les préposés à l'entretien sanitaire, c'est un métier qui est souvent dans l'ombre. Ils sont indispensables, sont invisibles, nos préposés à l'entretien sanitaire, parce que souvent, ils travaillent hors des heures d'ouverture. Ils sont maintenant reconnus comme un service essentiel. Donc, c'est sûr que c'est des postes isolés, un gros manque de reconnaissance sociale, mais je pense qu'avec la pandémie, ça va aider à ça. Et souvent, les qualifications et la formation de nos préposés sont insuffisantes. On va voir, nous, moi et Dominique, on va faire du coaching sur le terrain et on sait très bien qu'on manque beaucoup de formation et il faut, souvent les gens à la tête des entreprises sont très bien formés, très connaissants de ce qu'il faut faire, mais il faut que ça se rende jusque vraiment le ou la préposée à l'entretien sanitaire, qu'ils ou elles aussi connaissent un maximum de choses sur leur travail pour qu'on atteigne un travail d'une qualité supérieure. Donc aussi, c'est une profession qui est sous-payée actuellement, donc par rapport aux risques encourus. Donc, on va améliorer tout ça tranquillement. Donc, l'objectif aussi, c'est de toujours s'améliorer là-dedans, de voir c'est quoi vos forces, c'est quoi vos faiblesses et de pouvoir avancer un petit peu plus loin. Juste un petit rappel pour les employeurs aujourd'hui, vous êtes légalement tenus d'une obligation de sécurité. Vous devez protéger la santé et la sécurité de vos employés sur vos lieux de travail. Donc, c'est prendre toutes les mesures de prévention nécessaires pour protéger de manière efficace la santé de vos travailleurs. Donc, on est mieux d'en faire un peu plus que moins actuellement en temps de pandémie. C'est un risque infectieux que les préposés à l'entretien sanitaire courent actuellement. Donc, c'est important que tout soit au point. Et la première mesure que vous devriez promotionner, c'est le lavage des mains. Dominique l'a expliqué, de façon indirecte, il y a 80% des germes qui se transmettent avec les mains, de manière indirecte avec les surfaces. Donc, il faut que vous soyez certain que votre personnel à l'entretien sanitaire se lave fréquemment les mains, se désinfecte aussi les mains s'il n'y a pas de lavabo de disponible. Donc, vous devez fournir tout ça à vos employés pour être sûr que ça soit fait. Et pas juste fournir, mais promotionner, encourager la bonne hygiène des mains. Il y a plusieurs affiches sur ISSA Canada, TIPS aussi. Il y a vraiment plusieurs choses que vous pouvez faire, des activités, des formations, etc. Donc, je vous encourage à être des promotionnaires du lavage de mains, de l'hygiène des mains, que ce soit la désinfection ou le lavage, pour protéger la santé de vos employés. Bien sûr, il y a des techniques de nettoyage des mains. Le plus important, ce n'est pas nécessairement le savon ou la température de l'eau ou la séquence des gestes, mais plutôt la durée. C'est vraiment la durée du lavage de mains, la durée que le savon va toucher sur la peau qui va faire que le lavage des mains va être efficace. Donc, ça, je vous laisse aller chercher des affiches sur différents points. Il y en a sur l'OMS, sur le CDC, sur TIPS et sur ISSA Canada pour faire la promotion du lavage de mains. On a aussi le port des équipements de protection individuelle qu'on appelle les EPI. Donc, il y a différents types d'équipements de protection. J'aurais bien voulu vous dire avec exactitude qu'est-ce que ça prend, mais ça dépend du type d'entretien sanitaire que vous allez faire effectuer. Est-ce que c'est une grande désinfection? Est-ce que c'est une désinfection COVID positif? Est-ce que c'est dans l'entretien régulier? Donc, il faut voir pour chacun des postes de travail dans vos immeubles, dans vos entreprises, quel type d'équipement de protection individuelle vous avez besoin de fournir. Donc, il peut y avoir des vêtements de protection qui vont de le vêtement complet de haut en bas jusqu'à la blouse jaune, etc. Les gants, bien évidemment, même hors pandémie, ça nous prend des gants pour certaines tâches ou certains produits. Différents masques, il y a des masques de procédure ou des N95 selon le cas, selon la tâche que vous avez à faire en entretien sanitaire,
lunettes ou visières, ça peut être autant pour la COVID, autant pour les produits chimiques utilisés lors de l'entretien du milieu. Donc, le port du masque, juste pour vous faire un petit peu la différence entre un masque N95 et un masque de procédure. Donc, un masque N95, c'est un masque qui filtre l'air qu'on respire. C'est un masque qui doit être très, très bien ajusté au visage. Il y en a plusieurs modèles, il y en a plusieurs tailles. Ça va filtrer 95% des particules de plus de 0,3 microns. Donc, ça prend absolument un test d'ajustement pour utiliser un masque comme ça. On ne peut pas donner un N95 à quelqu'un et dire c'est correct, vas-y avec ça. C'est vraiment, ça prend le bon modèle pour le type de visage. Il faut le refaire au moins aux 2 ans. Il faut le refaire aussi si on prend du poids ou on perd du poids environ plus ou moins 10 livres. Il faut refaire le test. C'est donc un masque qui filtre l'air. Le masque de procédure, c'est différent. On appelle ça aussi un masque chirurgical. C'est le masque bleu pâle, ou il y a plusieurs couleurs, là, mais le plus petit masque. Ce n'est pas un masque qui va filtrer l'air. C'est un masque qui va absorber les grosses gouttelettes et qui ne filtrera pas, en fait, les plus petites gouttelettes, comme le schéma que Dominique a présenté tantôt. Donc, vous voyez sur le schéma, si c'est la personne qui est saine, qui porte le masque, bien, les grosses gouttelettes de la personne infectée vont être absorbées par le masque. Et si c'est la personne infectée qui porte le masque, ça va empêcher les grosses gouttelettes de se rendre à la personne saine. Donc, ça a un certain rôle à jouer dans la protection des gens. Et aussi, si on fait des tâches où il y a des éclaboussures qui pourraient être produits ou des aérosols. Donc, c'est important de voir si les gens au travail ont besoin de porter des masques, surtout quand on est à moins de 2 mètres de la personne. Donc, c'est des recommandations générales pour les masques aujourd'hui, mais je vous encourage fortement à regarder vos directions de santé publique locales pour être sûr que vous ayez la bonne façon d'utiliser les masques pour votre pays, pour votre province, pour votre ville ou pour votre type d'emploi. Il y a aussi, ce qui est important, c'est de s'assurer que nos employés à l'entretien sanitaire enlèvent les gants correctement. Donc, il y a 40% des gens qui se contaminent les mains lorsqu'ils enlèvent leurs gants. C'est quasiment une personne sur 2, donc c'est super important. Il faut s'assurer que la personne a la bonne technique. Donc, je vous ai mis une image pour vous montrer les 2 ronds rouges. C'est les 2 moments où c'est le plus critique et où les gens vont se contaminer les mains le plus souvent. Ensuite, on a les routes de travail. Les routes de travail, vous avez peut-être des devoirs à faire de ce côté-là. Du travail bien fait, ça prend du temps. Et on voit souvent une personne, un préposé à l'entretien sanitaire qui veut bien faire son travail, mais qui a trop de travail pour le temps disponible. Donc, c'est important de faire vérifier temps et mouvement et faire balancer les routes de travail. Et ce qu'on entend souvent, c'est des plaintes, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de temps. Alors là, on va couper court, on va tourner les coins ronds, on va faire seulement ce qui est visuellement sale et on va se ramasser avec un environnement qui ne peut pas être désinfecté. Il y a des logiciels, il y a des outils informatiques pour gérer le temps de présence aussi des gens sur les lieux de travail. Il y a des logiciels et des outils pour faire les routes de travail, pour ajuster le devis, les fréquences, les profils, etc. Donc, peut-être que vous avez des choses à vérifier de ce côté-là. Est-ce que mes gens à l'entretien sanitaire ont suffisamment de temps pour faire un travail de qualité? Ensuite, on a les outils. Avez-vous des vieux outils, tout désuets, des vieilles guenilles en coton, des vieilles affaires, ou si vous êtes équipé avec des linges les plus performants sur le marché? Donc, la qualité des linges utilisés est super importante pour enlever un maximum de souillure sur la surface. Les linges en microfibre sont supérieurs aux linges de coton. Ça a été maintes fois démontré. On peut même utiliser un code de couleur pour déterminer différents produits ou espaces. On va en reparler un petit peu plus tard dans les techniques. Assurez-vous d'avoir des outils qui sont adaptés. Là, je vous montre des situations. Je vous montre des situations. Est-ce que vous m'entendez encore? Est-ce que vous m'entendez bien?
Allô? Donc, je vous montre des situations à éviter. Donc, assurez-vous d'avoir des chariots qui sont bien équipés et organisés. Donc, c'est des chariots qui sont importants. Attends, je veux juste être sûre que, OK, tout le monde m'entend, c'est bon. Donc, merci, j'ai juste vérifié, donc je reprends. Donc, c'est important d'avoir des chariots bien équipés, des chariots qui vont euh, permettre de faire un bon travail. Et vous voyez les images à l'écran, ce sont des images qui sont des situations à éviter. On ne veut pas que ces chariots aient l'air de ça. N'oubliez pas d'identifier vos produits. Hein? Il faut absolument pour la santé et sécurité au travail que vos produits soient bien identifiés. On ne doit pas retrouver des bouteilles non identifiées. Ne laissez pas des balais à franges dans l'eau sale. Vous voyez que je ne peux pas nettoyer ni désinfecter un environnement lorsque mon seau est plein d'eau sale. C'est impossible d'avoir une bonne désinfection. Et nettoyer avec des outils sales, vous savez, on ne peut pas nettoyer avec des outils sales. Alors, on fait beaucoup d'entreprises, moi et Dominique, et on voit Oui. souvent des situations de ce genre-là. Au niveau des produits, assurez-vous d'avoir les bons produits pour les bonnes surfaces. Il y a vraiment plusieurs produits sur le marché. Donc, c'est important de choisir les bons produits pour les bonnes utilisations. Parce que aussi, vous pourriez briser les surfaces. On a vu souvent quelqu'un qui utilisait un produit trop puissant pour une surface très fragile et on désintégrait la surface. Vérifiez le pH, il peut être plus ou moins agressif. Donc, si vous êtes capable d'avoir le pH le plus neutre possible pour vos produits, c'est excellent. La concentration, vérifiez avec exactitude la concentration d'utilisation de vos produits. Pas de mélange, hein, on ne joue pas aux chimistes. On en voit encore beaucoup de chimistes dans nos préposés à l'entretien sanitaire. Ayez les fiches de données de sécurité hein, avec le nouveau système général harmonisé. Assurez-vous d'avoir tout ça. Et c'est une question d'efficacité d'avoir les bons produits à la bonne concentration et de ne pas faire de mélange, mais aussi une question de protéger les surfaces. Donc, c'est sûr, je vous donne des éléments de base, des éléments généraux, mais je pense que vous devez faire justement un examen de conscience, un examen de votre qualité d'entretien sanitaire pour être certain que tout est au point parce que si on a des troubles au niveau des outils, des produits, des routes de travail ou du préposé à l'entretien sanitaire, on n'obtiendra pas une propreté dans l'invisible, une désinfection. Donc, on fait le tour de tout ce qui peut jouer là-dessus. On a des techniques aussi. Il y a des techniques qui sont désuètes, qu'on voit encore et qui contaminent beaucoup l'environnement. Et on a des techniques qui sont plus actuelles. Donc, vous voyez à l'écran ce qui est en rouge versus ce qui est en vert. En rouge, ce n'est pas hygiénique. Le retrempage, on va les voir une par une. Le retrempage, ce n'est pas hygiénique. Vaporiser, essuyer, c'est pas recommandé, mais on le voit beaucoup encore sur le terrain. Le bec verseur est mieux et le pré-trempage, c'est la technique la plus efficace et la plus hygiénique actuellement. Donc, si on regarde le retrempage, c'est d'avoir un seul seau, une seule microfibre ou un seul chiffon pour faire tout un étage. Donc, on retrempe, on nettoie, on retrempe, on nettoie. Donc, à la fin, mon eau est contaminée. La contamination croisée elle est très élevée. Le désinfectant ou le produit nettoyant s'épuise. Et des indices qui peuvent vous amener à voir que c'est du retrempage. Souvent, on voit des microfibres ou des chiffons qui sèchent sur le chariot. On a juste un seau avec une microfibre. Donc, c'est la même situation pour les planchers avec le gros balai à franges qu'on retrempe, qu'on nettoie, qu'on retrempe et qu'on nettoie. À la fin, on va plus salir qu'on va nettoyer. Donc, c'est une technique à éviter. On a ensuite la vaporisation essuyage. C'est une technique qui augmente beaucoup les irritations pulmonaires parce qu'on respire la vapeur du produit nettoyant ou désinfectant. Ce n'est pas une technique à recommander, c'est une technique à éviter. Il y a beaucoup d'éclaboussures. Il y a une couverture inégale selon le type de vaporisateur. Et souvent, c'est la microfibre qu'on se sert pour essuyer la surface après vaporisation qu'on utilise trop longtemps et qui va contaminer l'environnement.
Donc, c'est une technique qu'on voit beaucoup sur le terrain, mais qu'il faut de plus en plus éviter. Ensuite, on a le bec verseur essuyage, donc on ne respire plus de produits nettoyants ou désinfectants. L'efficacité dépend de la quantité qu'on a mise sur la microfibre ou le chiffon. C'est beaucoup plus sécuritaire pour le préposé à l'entretien sanitaire s'il fait 30, 35, 40 heures semaine. Donc, ses poumons sont épargnés. Et encore une fois, il peut y avoir contamination croisée si la microfibre ou le chiffon est utilisé trop longtemps. Ça peut transférer les germes d'une surface à l'autre. Donc, la technique la plus efficace et la plus hygiénique et la plus recommandée et la plus récente, c'est le pré-trempage. Donc, il n'y a pas d'exposition aux poumons aux produits désinfectants ou nettoyants. Il n'y a pas d'éclaboussure. C'est les techniques qui sont utilisées dans les milieux de soins. La contamination croisée est diminuée parce qu'on va utiliser 4 côtés plutôt que 8 côtés. Et quand on a fini d'utiliser la microfibre ou le chiffon, on ne le retrempe pas dans le même seau, on le met au lavage. Donc, il y a moins de contamination croisée possible. Et pour certaines situations, considérer l'utilisation de microfibres jetables là, pour certaines situations où un germe spécifique ou serait vraiment difficile à enlever, les microfibres jetables pourraient être une bonne option à ce moment-là. C'est la technique la plus récente et c'est la technique à privilégier. L'utilisation des linges. Ça, c'est important que vous regardiez la façon dont vos gens à l'entretien sanitaire travaillent. Il faut éviter la surutilisation des linges pour éviter la contamination croisée. Il faut utiliser 4 faces plutôt que 8 faces. Et dans le meilleur des mondes, une face, une surface, une seule direction. Donc, je vois des gens prendre la même face pour utiliser pour plusieurs objets, des mouvements de va-et-vient. Ce n'est pas une utilisation judicieuse des linges, des microfibres. Donc, c'est important. Dans le meilleur des mondes, une face, une surface, une direction. Je sais que c'est difficile à appliquer, mais il faut toujours avoir une amélioration continue. On arrive au résultat. Est-ce que ma surface est propre? Est-ce que ma surface est sale? Ça, vous pouvez le voir à l'œil nu. Vous pouvez dire si c'est propre ou si c'est sale. Par contre, vous ne pouvez pas dire si la surface est désinfectée parce que c'est invisible à l'œil nu. Ça prend quelques tests et il faut contrôler certains facteurs. Donc, ce qui m'amène à vous parler des audits. Les audits sont super importants. Les audits, c'est des évaluations, des tests, des inspections. Si on ne fait pas de contrôle de la qualité, il va y avoir un relâchement au niveau de nos préposés à l'entretien sanitaire et à la qualité du service qui est rendu. Donc, les contrôles de qualité, donc les audits fonctionnent. Dès qu'on commence à faire des audits, que ce soit visuel ou en fluorescence, on voit une augmentation de la qualité de l'entretien sanitaire. Donc oui, ça se mesure la qualité de l'entretien sanitaire. Quand j'ai la moyenne des surfaces nettoyées sans faire d'audit, c'est 50 %. C'est assez décevant de voir qu'il y a seulement 50 % des surfaces qui sont nettoyées quand il n'y a pas d'audit. Et la moyenne avec des audits monte jusqu'à 90 %. Donc, les audits sont super importants pour maintenir la qualité de l'entretien sanitaire de notre milieu. Il y a différents types d'audits. Rapidement, sans vous rentrer dans le gros détail, on a les inspections visuelles que vous pouvez faire avec du papier et un crayon. Il y a des logiciels pour faire des audits visuels qui nous donnent une note à la fin pour découvrir les non-conformités, etc. Donc, c'est la plus facile à mettre en place rapidement. Puis, il y a beaucoup de logiciels disponibles pour le faire. Ensuite, on a les audits de fluorescence. C'est un produit invisible que l'on met sur la surface et qu'on peut faire allumer avec une lampe ultraviolet. Donc, la personne qui nettoie ne voit pas la fluorescence et nous, on peut voir si la personne a nettoyé ou non la surface. Ensuite, on a l'ATP, qui est l'adénosine triphosphate, qui est une mesure de la matière organique sur la surface. Ce n'est pas encore totalement au point, mais ça peut nous donner une idée de la qualité de l'entretien ménager, donc du nettoyage surtout. Et on a la culture microbiologique qui serait l'idéal dans le meilleur des mondes, un petit peu plus long, plus dispendieux, mais il va y avoir des solutions probablement sur le marché de plus en plus pour mesurer la qualité microbiologique de nos surfaces. Maintenant, il faut contrôler les différents facteurs qui affectent la qualité de la désinfection. Très important.
entre la propreté visuelle puis la désinfection, il y a un monde entre les deux et il y a un fossé qu'on peut tomber dedans. Donc, si on ne fait pas comme il faut et on ne contrôle pas les facteurs qui entourent la désinfection, on peut se retrouver avec une surface visuellement propre, mais contaminée. Donc, on peut avoir quelque chose de propre à l'œil nu, mais totalement pleine de germes et on va penser des fois que c'est désinfecté alors que ça ne l'est pas. Juste rapidement, c'est des généralités. Le nettoyage peut éliminer à peu près 80% des germes. Ça, c'est de base. On doit toujours nettoyer avant de désinfecter. L'assainissement, on peut aller entre 80 et 90% des germes. Et la désinfection, on peut aller jusqu'à 99% des germes. On peut aller à plusieurs virgules après, là, 0,999, etc. Mais c'était pour généraliser nettoyage, assainissement et désinfection. Une vraie désinfection, c'est quelque chose qui prend du temps et aussi qui est dépendante de plusieurs facteurs. Le bon produit à la bonne concentration, laisser suffisamment longtemps sur la surface, sur une surface qui mérite d'être désinfectée, et il faut que j'aie une surface propre et déjà nettoyée avec un outil propre. Donc, ce sont tous des facteurs que vous pouvez contrôler pour être certain d'avoir une bonne désinfection. Et la première chose à vérifier, c'est votre produit. Il y a beaucoup de nouveaux produits qui essaient de se tailler une place dans le marché en ce temps de COVID-19. Il faut être très vigilant. Il faut prendre le temps de faire quelques vérifications. Au Canada, on a une liste sur Santé Canada pour vérifier si votre désinfectant est sur la liste. Ne vous fiez pas à la mention antibactérien, tue les germes domestiques, tue les germes. Ce sont tous des appellations plus marketing. Si vous voulez vraiment avoir des appellations qui sont contrôlées, vous regardez sur vos bulletins techniques ou sur la bouteille de concentré s'il est marqué virucide, fongicide, bactéricide, germicide ou tuberculocide. Ça, ce sont des appellations qui sont contrôlées. Pour la COVID-19, vous avez besoin d'un produit minimum qui est virucide et je vous mets une échelle ici en avant et vous avez les virus à enveloppe qui sont les plus faciles à inactiver jusqu'aux bactéries sporulées dans le haut qui sont les bactéries les plus difficiles à tuer avec des produits désinfectants. Donc, les désinfectants ont différentes forces, vous voyez les escaliers, et puis les bactéries, les virus et les champignons ont différentes forces de capsules, si vous voulez. Donc, il faut associer le bon produit avec le bon germe qu'on veut inactiver. On est chanceux, le coronavirus, c'est un virus qui est enveloppé, qui est facile à inactiver, qui a besoin d'un minimum d'un produit virucide. Si possible, d'un virucide général, ce serait encore idéal. Donc, vérifiez sur la liste de Santé Canada si votre produit est présent sur cette liste. Ensuite, ça nous prend un produit à la bonne concentration. Comment est dilué le produit désinfectant utilisé dans vos immeubles ou dans vos compagnies? Est-ce que c'est fait à l'œil? Est-ce que c'est fait avec un instrument précis? On voit souvent des erreurs de concentration. Même des fois, il y a des préposés qui vont dire « je vais en mettre 2 fois plus, ça va désinfecter plus, ça va désinfecter plus vite ». Donc, c'est important de vérifier la concentration. Le temps de contact, c'est le nerf de la guerre en désinfection. Vous avez peut-être un très bon produit, très puissant, mais qui demande plusieurs minutes de temps de contact. Le temps de contact, c'est de laisser la surface humide pendant le temps de contact requis par le fabricant. C'est votre promesse de désinfection. Il faut absolument la respecter. Donc, on a des produits que c'est 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, 30 secondes. Et vaporiser et essuyer immédiatement, ce n'est pas une désinfection. Je vois souvent ça dans les commerces de détail actuellement. On vaporise, mettons, le panier, puis on l'essuie immédiatement, puis on dit « bon, votre panier est désinfecté, madame ». Non, ce n'est pas une désinfection, ça s'appelle un nettoyage. Donc, il n'y a aucun désinfectant instantané pour le moment sur le marché à ma connaissance. Et c'est une petite étude qui a été faite aux États-Unis. Les gens désinfectent mal. Si vous regardez, 26% vaporisent et essuient immédiatement. S'il y en a qui utilisent des lingettes désinfectantes pré-imprégnées, 16% la passent de manière très superficielle. Il y a seulement 26% qui vaporisent et attendent le temps requis pour l'effet du désinfectant.
Donc, il y en a un certain pourcentage qui ne rincent pas les surfaces en contact avec les aliments. Donc, c'est important, très, très important de vérifier comment sur le terrain c'est fait. Ne vous fiez pas seulement qu'au papier, au protocole et tout ça. Allez vérifier sur le terrain comment c'est fait. Je vous suggère fortement de désinfecter les zones de contact dans cette temps de COVID-19, une désinfection quotidienne, voire pluriquotidienne. Ça dépend de vos directions de santé publique et de vos ministères, là. Mais nous autres, c'est aux 2 à 4 heures au Québec. Donc, c'est vraiment des surfaces qui sont touchées par tout le monde, qui sont très, très utilisées. Et scientifiquement, c'est démontré que les surfaces, les zones de contact, les high touch qu'on appelle en anglais, sont plus contaminées que le reste. Donc, si vous avez des ressources et du temps limité, c'est ces surfaces-là qu'il faut désinfecter. Juste une petite pensée, là, n'oubliez pas de désinfecter votre propre cellulaire. C'est souvent plus contaminé qu'un siège de toilette. Donc, dès que la formation est terminée, allez tout de suite désinfecter votre cellulaire. Ce serait le meilleur conseil de santé, plus le lavage de mains qu'on pourrait vous donner aujourd'hui. Retenir que le nettoyage précède toujours la désinfection. On peut nettoyer une surface sale et on peut désinfecter une surface propre. Le nettoyage précède toujours la désinfection, très important. On ne peut pas désinfecter une surface sale. Alors, pour conclure, je pense que l'amélioration continue, c'est super important. Il n'y a pas de solution miracle contre la COVID-19. Il n'y a pas de liquide miracle contre la COVID-19. Un germe, c'est un germe. On connaît les moyens pour s'en sortir. Vous êtes des pros de la désinfection, vous êtes des pros de l'entretien sanitaire. Je vous encourage à faire toujours de l'amélioration continue. Partez où ce que vous êtes et allez vers le mieux. On passe de la propreté visuelle à la désinfection. Donc, c'est important de toujours s'améliorer. Il y a des formations et webinaires sur le site de ISSA Canada que je vous suggère fortement et des formations et webinaires de GBAC qui est une sous-section de ISSA qui sont très intéressantes. Alors, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Mélanie. Merci Nathalie. Alors, nous allons maintenant passer à la période de questions. Comme première question que nous avons eue sur le fil, devrait-on installer aux entrées et aux sorties de nos immeubles des poubelles pour les masques et les gants souillés? Ces déchets, est-ce que ces déchets seraient perçus comme des déchets réguliers ou non? Je peux répondre à la question. Oui. Au Québec, au Canada, en tout cas au Québec, c'est sûr, les déchets de masques et de gants du grand public en général n'est pas considéré comme un déchet biomédical. Il passe dans les déchets réguliers. Vérifiez avec vos ministères et vos directions de santé publique de votre localité, là. Mais oui, c'est une bonne idée de mettre ces poubelles-là parce qu'on voit beaucoup de déchets biomédicaux à l'entrée et aux sorties de certains immeubles. Très bien, merci. Une autre question, si 30 personnes qui se suivent dans un corridor, mais tout en respectant la distanciation de 2 mètres, est-ce à risque dû aux particules dans l'air? Est-ce que Dominique, tu peux répondre? Bien, écoutez, la santé publique nous recommande donc d'avoir cette distanciation-là physique minimale. En principe, il ne devrait pas y avoir de problème si on la respecte. Mais c'est sûr qu'on parle beaucoup de ce qu'on appelle là, les micro-gouttelettes, mais ce n'est pas encore au niveau international reconnu comme étant une maladie qui est aéroportée. Alors, moi, je vous dirais qu'en principe, il ne devrait pas avoir de problème si on respecte les directives de la santé publique qui sont d'avoir cette distanciation-là de 2 mètres. OK, parfait. On a encore le temps de prendre peut-être 2-3 questions. Alors, je vais aller rapidement. Une question par rapport à l'utilisation des chiffons, probablement en raison du
du COVID, de la COVID-19. Après l'utilisation des chiffons, comment disposer de ceux-ci et les laver? Est-ce à risque? Devons-nous les entreposer et les nettoyer après 72 heures? Donc, il n'y a pas de temps d'attente pour nettoyer. Bon, là, on parle de chiffons lavables, d'après ce que je peux comprendre de la question. Si c'est des chiffons jetables, on les jette. Si c'est des chiffons lavables, attendre ne serait pas une bonne idée parce que les bactéries, elles, se multiplient. Plus on attend pour nettoyer un chiffon, plus les bactéries, elles, se multiplient. Donc, lavage selon le fabricant. Donc, vous regardez sur vos chiffons, il y a normalement une température maximale, est-ce que ça va ou non à la sécheuse. Donc, étant donné qu'il y a plusieurs marques de chiffons sur le marché avec différentes catégories, là, comment les nettoyer, je pense que vous devriez demander à votre fournisseur de chiffons, voir c'est quoi le principal moyen de les nettoyer, parce que si je vous dis quelque chose, peut-être je vais faire briser certains chiffons là, de d'autres compagnies. Là. Parfait. Et puis, je vais prendre le temps seulement pour une dernière question. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le fil. Ne vous inquiétez pas, on va prendre le temps de répondre à toutes vos questions. On vous répondra là, de façon personnelle à la fin de la rencontre. Donc, la dernière question. Nous avons reçu une recommandation d'utiliser un mélange d'eau de Javel pour la désinfection. Pourquoi le chlore plutôt que l'alcool ou le germicide de style Germinix? Je peux peut-être répondre pour le Québec et le Canada, mais plus le Québec. Souvent, les santé publiques vont recommander le chlore parce qu'il ne favorise pas aucune compagnie en particulier. C'est un désinfectant puissant, bien connu, peu dispendieux. Ça ne veut pas dire qu'il y a juste le chlore comme molécule qui est bonne pour tuer le coronavirus, mais dans notre coin à nous, c'est souvent à cause de ça qu'ils recommandent le chlore parce que c'est accessible à tout le monde. Parfait. Excellent. Donc, je tiens à remercier Nathalie et Dominique pour la superbe présentation. Je présente aussi la dernière diapositive qui est le prochain webinaire de TIPS qui sera donné le 7 mai. Ensuite, je remercie encore une fois les commanditaires ISSA Canada, Gestion Hygiène du bâtiment et BeClean pour leur participation à cet événement. Les filles, est-ce que vous avez un mot de remerciement pour la fin? Un gros merci à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié et merci à TIPS. Merci beaucoup à tous les commanditaires et merci à toi aussi, Mélanie, d'avoir si bien présenté ce beau webinaire. Et bonne journée à tous. Et lâchez pas, on va passer à travers. Merci tout le monde. Merci.